Bienvenue sur Expérientiel, le podcast qui propulse la transition du tourisme. Ici, on imagine un tourisme qui respecte le vivant, les territoires et les générations futures. À contre-courant des sentiers battus, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui construisent le tourisme de demain, mais pas que. Professionnels visionnaires, jeunes engagés, chercheurs, économistes et innovateurs. Des voix engagées, des initiatives concrètes, des solutions qui transforment un secteur en profondeur. Je suis François Huette, fondateur d'Expérientiel Production. Notre mission, amplifier les voix de celles et ceux qui œuvrent pour un monde plus durable, avec nos séries de podcasts en marque blanche pour votre organisation. Installez-vous, laissez-vous inspirer et bienvenue dans l'aventure expérientielle. Vous avez déjà ressenti ça, être entouré, connecté en permanence, et pourtant avoir ce sentiment de solitude ou de déconnexion avec les autres. Moi, en tout cas, c'est une question qui me touche profondément. Et pour cet épisode, je suis avec Samuel Trouillefou, qui m'a fait découvrir un livre qui m'a vraiment remué, Faire tribu, écrit par Hugo Paul. Ensemble, on a eu envie d'aller plus loin et d'en savoir plus en échangeant directement avec lui. Hugo a fait un choix assez radical, partir pendant 1 an à la rencontre de communautés très différentes pour comprendre ce qui nous relie vraiment et pourquoi, parfois, ça ne fonctionne pas. Ce que j'ai trouvé particulièrement fort, c'est qu'il ne parle pas seulement des réussites, mais aussi des tensions, des échecs, des moments où le collectif ne tient plus. Alors dans cette conversation, on parle d'écologie, d'engagement, de territoire, mais surtout, on pose une question simple et essentielle. Comment on fait aujourd'hui pour vraiment faire ensemble ? Allez, on y va. Bonjour Hugo, bonjour Samuel, comment allez-vous messieurs ? Bonjour François, bonjour Samuel, je vais très bien. Bonjour François, bonjour Hugo, très bien aussi. Samuel est quelqu'un avec qui j'ai le plaisir de travailler sur différents projets. Il m'a offert un très joli livre qui s'appelle Faire tribu, qui est écrit par Hugo. Alors quand on parle de territoire, quand on parle de faire tribu, évidemment la communauté est quelque chose de très important. Et dans ce livre, Hugo nous retrace un peu son chemin d'1 an où il a été explorer différentes manières de faire communauté. C'est un très beau livre, c'est très sympa. Et moi, ce qui m'a plu aussi, c'est qu'il y a des expériences positives, mais il y a aussi des expériences négatives sur lesquelles tu as appris. Et j'ai trouvé que tu faisais preuve de beaucoup d'humilité et c'était vraiment, vraiment chouette. Donc, tu as 27 ans et tu passes beaucoup de temps à explorer comment on fait tribu, comment on recrée du lien dans un monde très fragmenté. Qu'est-ce qui t'a mis sur ce chemin-là ? Ça a été quoi le déclic ? Ça vient d'où ? Parce que je pense que quand on a 23, 24, 25 ans, c'est pas forcément une priorité. Et c'est une question à laquelle je me suis beaucoup posée. Non, mais pourquoi je fais ce que je fais? La première réponse à laquelle je suis arrivé, c'est de me dire, en fait, l'époque en a besoin. En fait, on est dans une époque, au-delà d'une génération, vraiment une époque qui n'a jamais aussi peu su créer du lien et renouer avec cette puissance du collectif. Moi, il y a des chiffres qui me marquent. Par exemple, là, il y a une toute nouvelle étude qui est sortie par le Labo de la Fraternité qui nous explique qu'il y a 74% des jeunes, donc de 18 à 25 ans, près de 3/4 des jeunes qui se sentent seuls. En fait, de manière sociétale, il y a une vraie crise de lien. Et quand on prend à l'échelle de toutes les générations, on arrive à peu près à 60%. Donc, plus de la moitié des Français qui se sentent seuls. Donc, on le voit bien, de par de nombreuses causes qu'il y a au sein de notre société, on a aujourd'hui une vraie crise du lien. Et je pense que ça, c'est inhérent au fait que j'ai eu envie d'aller explorer. Mais en fait, c'est qu'une partie de la réponse. Parce que si aujourd'hui je suis allé explorer ces sujets de communauté, c'est avant tout aussi une histoire personnelle. Cette histoire, elle commence à peu près à mes 18 ans. Mes 18 ans, j'arrive en école d'ingénieur et là arrive ma première crise. La première crise, c'est pas la crise du lien pour moi. La première crise, c'est la crise écologique. En fait, je me rends compte que je vis dans un monde dans lequel, j'arrive pas à avoir de futur. Je tombe notamment sur un livre qui a été écrit par Pablo Servigne et Raphaël Stevens qui s'appelle Comment tout peut s'effondrer et qui m'explique globalement que la société basée sur l'extraction d'énergie fossile, elle court à sa perte. Et moi, à ce moment-là, je suis certes jeune, j'ai certes 18 ans, mais ça fait 18 ans que je me vois grandir dans un monde dans lequel toutes ces questions-là, je me les suis jamais posées. Et quand elles arrivent face à moi, j'ai une vraie peur qui se crée. La peur de ne pas avoir de futur, de pas savoir ma place dans ce futur-là. Et face à cette peur, il y a en moi quelque chose qui s'est créé, c'est l'envie d'agir. Je pense que c'est vraiment une chance que j'ai eue, c'est un vrai mécanisme d'autodéfense. C'est parce que j'avais peur,
eh bien, j'ai décidé de faire ce que je pouvais pour, éteindre le feu que je voyais devant moi. J'ai donc décidé d'aller agir comme je le pouvais sur plein de leviers différents. J'ai testé le levier académique en formant, des, jeunes puis des professeurs aux enjeux environnementaux. J'ai testé aussi le levier politique. Me dire: «Ah bah, est-ce qu'on peut pas aller, rassembler des députés, des sénateurs pour rendre obligatoire l'insertion des enjeux environnementaux dans les écoles de commerce, dans les écoles d'ingénieurs, dans les facs?» Comme, ça va pas hyper vite la politique, j'ai changé mon levier, j'ai testé d'autres leviers, notamment le levier entrepreneurial. J'ai fondé une initiative pour mettre la consigne au sein des universités. Bon, à l'époque, j'étais étudiant, donc j'ai mis que la consigne des bouteilles de bière, mais soit j'ai essayé de remettre ça, avec d'autres jeunes. Et puis, voyant que ce levier-là, il était certes indispensable, mais qu'avant tout, on était toutes et tous des acteurs du changement, je me suis dit: «Bah, comment on peut réunir des jeunes engagés à l'échelle française puis européenne pour qu'on puisse, bah, s'entraider, s'apporter de l'expérience, s'apporter des contacts?» Et donc encore une fois avec d'autres jeunes, on a créé ce réseau, on l'a animé. Pourquoi je vous explique tout ça? C'est que en fait, au bout de 5 ans d'engagement, de tous ces différents leviers, bien, je me rends compte qu'il y a une chose qui les rassemble. Je me rends compte que ce qui fait que ces initiatives, elles fonctionnent ou elles ne fonctionnent pas, eh bien, c'est le collectif, notre capacité à faire ensemble pour répondre aux enjeux de notre époque. Je suis persuadé d'une chose et je pense qu'on pourra en discuter, mais sur le tourisme, dans nos territoires, c'est la même chose. Il n'y aura pas une idée parfaite d'un coup sur laquelle on va se réveiller un matin et se dire: «OK, c'est bon, on va révolutionner tout ça». En fait, ça va être que de l'apprentissage au fur et à mesure et pour moi, cet apprentissage n'a de sens que si on le fait collectivement. Et c'est au travers de cette, intuition-là que je me suis dit: «Génial, en fait, le collectif, c'est ce dont on a besoin». Qu'au même moment où je me rends compte de ça, eh bien, je me rends compte que moi, j'ai jamais su faire ensemble. À ce moment-là, j'ai, 23 ans et en fait, je me rends compte que certes, faire ensemble, c'est un levier indispensable pour répondre aux enjeux de notre époque et pourtant, on m'a jamais appris à faire ensemble. Je vis dans un monde dans lequel c'est, le tous pour un plutôt que le un pour tous. Face à ça, je me dis: «Bah, OK, est-ce que moi, à 23 ans, je peux pas, peut-être continuer, faire une deuxième formation après avoir appris à faire des maths? Bah, peut-être qu'est-ce que je peux apprendre à créer du lien?» Et ça, pour moi, la meilleure façon de l'apprendre, c'est d'aller voir ces communautés qui perpétuent parfois depuis des siècles et des millénaires notre capacité à faire ensemble, mais aussi voir des communautés qui réinventent cette manière de faire ensemble pour en trouver des outils, des méthodes, des postures. Et en revenant de cette exploration, je me suis dit: «Bah, ce que j'ai vécu, c'est trop fort, c'est trop puissant pour ne le garder que pour moi». Et c'est comme ça que, j'ai commencé à écrire un livre et puis qui est tombé entre vos mains et qui maintenant on discute. Tu as préparé ce voyage d'1 an, tu l'as préparé tout seul ou tu étais déjà dans une tribu? Comment on fait pour, décider où aller justement quand on ne sait pas ou qu'on ne maîtrise pas le sujet? C'est une très bonne question et merci de la poser parce que, c'est souvent je suis tout seul à parler en conférence. Dans le livre, il y a mon gros nom devant et en fait, on croit que je suis tout seul. Mais en fait, je suis jamais tout seul. Tout déjà, il y a tous mes proches qui me soutiennent, ma famille, mes amis et ça, c'est quelque chose, je pense que je dis rarement, mais qui sans eux, je pourrais rien faire. Si je suis aujourd'hui la personne que je suis, c'est grâce à eux. Ensuite, de manière professionnelle, là, encore une fois, j'ai été énormément soutenu. J'ai eu des partenaires pour cette exploration qui ont soutenu le projet, des organisations qui ont mis de l'argent, des mécènes qui ont mis de l'argent. J'ai tout, un ensemble de citoyens et de citoyennes, plus de 50 personnes qui ont participé à un crowdfunding, donc un financement participatif pour permettre d'aller faire ce voyage. Au travers de toutes ces personnes-là, il y a encore une autre type de personne, c'est ce que j'appelle mon comité d'exploration. En fait, moi, j'avais 23 ans, j'y connaissais rien au sujet de faire ensemble, très peu en entrepreneuriat parce que c'est un projet entrepreneurial, hein, d'aller chercher les financements, de le mener, d'écrire un livre et puis j'y connaissais rien non plus en manière, on va dire, scientifique de créer du lien et donc je me suis entouré d'explorateurs, d'entrepreneurs, de chercheurs qui m'ont aidé à construire cette, exploration, tant en termes techniques qu'en termes et j'ose le terme, en termes personnels. Je me rappellerai toujours d'un moment où en fait, on est à je pense à une semaine du départ de l'exploration. J'ai pas tout mon budget de rassemblé, j'ai pas toutes les communautés. Il y a plein de choses qui vont pas et qui sont pas finies et je rassemble mon comité d'exploration qui, à ce moment-là, si je prends le parallèle avec l'entreprise, c'est un peu mon conseil d'administration. C'était un peu eux qui validaient tout ça. Sincèrement, quand j'y vais à ce moment-là, j'ai un peu les chocottes parce que je me dis: «Ouais, je vais me faire taper sur les doigts par des personnes qui m'inspirent, qui me donnent de leur temps» et ce moment-là, ça a été l'un des moments très forts de cette exploration alors qu'elle avait même pas encore commencé. Parce que quand j'ai rassemblé ces personnes autour de cette table, alors qu'on prenait le petit déjeuner, il y a une chose qui m'a marqué, c'est qu'ils m'ont posé, en fait, au fond, qu'une seule question.
qu'est-ce que j'allais chercher moi personnellement dans cette exploration? Qu'est-ce qui allait me permettre de me faire grandir? Ça m'a tout de suite permis d'aller me déstresser sur la volonté toujours que je voulais tellement aller chercher de choses pour l'extérieur dans cette communauté, que j'ai compris qu'avant d'aller pouvoir partager à l'extérieur cette communauté et notamment partager peut-être au travers d'un livre, au travers de conférences, il fallait avant tout que j'aille chercher moi des choses personnelles. Parce que si je ne changeais pas individuellement, bah, les messages que j'allais porter, ils allaient pas être incarnés. Et sans ça, ben, je pense que les messages, on dit souvent et je pense que, là, depuis le début de nos discussions, on le sent bien. En fait, il y a certes le message, mais il y a surtout comment on le porte et pour moi, je suis encore en chemin d'essayer le plus possible d'aller incarner ce collectif avant de simplement juste porter le message. Donc si je comprends bien, tu es dans le mental, mais tu es aussi dans le cœur. Ouais, énormément. Moi, quand je suis en conférence et cetera, parfois, j'ai déjà eu une larme qui coulait en conférence devant des personnes en costard-cravate, alors que je suis en plus pas quelqu'un qui pleure beaucoup. Mais en fait, voilà, je pense que parfois et surtout sur un sujet comme le collectif, ça me prend tellement aux tripes et ça nous prend tellement aux tripes parce que ce qu'il faut pas oublier, je pense, c'est que le collectif, c'est un élan vital. C'est le premier facteur de bonheur et de santé de faire ensemble et aujourd'hui, on nous coupe tellement de ça au travers de ce récit individualiste. Voilà, c'est un peu le self-made man, l'entrepreneur qui pourrait, faire tout seul. Hem, mais en fait, avant tout, on est des êtres de lien et se reconnecter à ça, moi, c'est les plus belles émotions que j'ai vécues et quand je demande aux personnes quels sont leurs plus beaux souvenirs, bah, franchement, il y a peut-être 1 des personnes qui me dit que c'est un souvenir personnel, mais sinon la majorité des personnes, il y a toujours quelque chose de collectif dans ce souvenir. Et je confirme, hein, pour l'avoir vu, lors d'une animation, parce que c'est comme ça que j'ai rencontré Hugo, je confirme qu'il est vrai, et ça se sent quand il en parle. Dans ton livre, Hugo, et ça va faire un peu le lien avec ce qu'on était en train de se dire, tu rappelles aussi que l'on fait déjà partie dans la vie de tous les jours de communautés, différentes communautés, la famille, le travail, les amis, le quartier, le territoire où on vit finalement. Pourquoi, dans ta démarche, tu as décidé de voyager justement pour, étudier d'autres communautés et pas, aussi celles, auxquelles tu appartiens déjà ou celles qui sont autour de toi? Je pense qu'il y avait une envie de voyage, une pour me construire moi personnellement. Je le dis a posteriori. Souvent on dit, on ne comprend ce qu'on a une fois qu'on l'a plus et je pense que j'avais un peu besoin de ça. Ça, c'est la réponse, voilà, du cœur pour vous dire que en fait, j'avais un élan de partir, je pourrais pas vous l'expliquer, mais j'avais cet élan-là et du coup, après je cherchais des explications qui sont tout aussi crédibles, mais l'explication aussi après que j'ai en termes techniques, c'est de me dire: «Faire communauté», je comprenais que c'était quelque chose d'universel. On fait communauté partout dans le monde, à n'importe quelle époque. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut voir de similaires entre ces différentes communautés? C'est pour ça que je pense que ce qui rassemble le plus ces communautés, c'est leur diversité. Quand on passe d'un monastère à un refuge pour migrants, à une école dans la forêt, aux Sami, le dernier peuple autochtone d'Europe, en fait, on voit bien que c'est hyper large. Donc moi, ce que je voulais aller chercher, c'est d'aller comprendre comment, malgré cette diversité-là, n'y a-t-il pas des points communs entre ces communautés sur lesquels on peut se retrouver? Ce que j'ai remarqué, c'est que oui, il y en a, mais que surtout, c'était notre manière de nous les approprier. C'est pour ça que ce que j'ai essayé de faire dans le livre et ce que j'essaye de faire à chaque fois que je partage ces apprentissages, c'est de comprendre que ce que je partage, c'est des principes. Des principes, c'est pas des règles. Pour moi, faire tribu, faire communauté, c'est pas une science. Si on met A plus B, on n'a pas toujours C à la fin. C'est plutôt un art. Et un art, c'est quoi? Bah, je pense que s'il y avait une règle toute faite pour savoir faire un beau tableau ou une bonne musique, ça se saurait. Par contre, il y a des principes, il y a des choses qui peuvent nous aider à faire une belle musique, à faire un beau tableau. À moi, en tout cas pour moi, faire tribu, faire communauté, c'est la même chose. Il y a quelques principes que j'essaye d'étayer dans le livre qui vont nous permettre de faire ensemble. Mais comme tout principe, l'objectif derrière ces principes, c'est premièrement, bah, de se les approprier par rapport à sa culture. Une belle musique je sais pas moi, aux États-Unis va pas être une belle musique, en Inde ou au Japon et de la même manière, après, tout artiste vous le dira, bah, il faut savoir écouter ses tripes et je pense que dans le collectif, il y a un peu de ça. Il y a un peu les choses dites, les principes. En fait, à un moment, il faut juste écouter ce qu'on a en nous et essayer de son humble échelle, le faire pour renouer avec cette puissance du collectif dont on a vraiment énormément besoin et qui, selon moi, est un facteur extrêmement apprenant pour soi, pour les autres et pour le monde. Sur le lien finalement, d'une communauté avec
aussi son territoire. Dans le livre, tu dis bien que les communautés ne peuvent pas être hors sol. Qu'est-ce que tu as appris sur la façon dont, ce sol, ce territoire, ces paysages, ce climat, cette histoire, on en parlait aussi un peu au début. C'est vrai que dans ton livre, malgré le fait que tu vas parfois loin pour rencontrer des tribus, tu n'évoques pas tant que ça la carte postale, le paysage que tu vois et cetera. Mais on voit vraiment que tu es focalisé en tout cas sur le lien humain. Et donc, qu'est-ce qui, selon toi, sur ce territoire, va façonner les règles, le rythme des collectifs que tu rencontres? En effet, dans le livre, je parle peu, des différents territoires, simplement parce que je pense que, mon regard et c'est vrai, je le remarque, quand je rentre dans un restaurant, dans une salle, mon regard, il va tout de suite sur les gens, alors qu'il y en a, ils vont, j'ai un cousin qui est architecte, à la fin, il va me dire: «Ah, tu vu le puits de lumière?» et cetera et moi, j'ai rien vu, en fait et donc en fait, c'est où est-ce qu'on porte son attention et donc c'est je pense là où voilà, moi, c'est mon biais. En revanche, ça veut pas dire que le territoire n'est pas important. Je sais que, hem, au sein de ces territoires, ce territoire va façonner le collectif et le collectif va façonner le territoire. C'est vraiment quelque chose de circulaire et je pense que vous, au travers de vos métiers, vous devez le voir, encore plus que moi au travers de mes immersions, à quel point c'est vraiment une relation circulaire entre les 2. Au fur et à mesure de mon immersion, j'ai commencé à le comprendre et c'est marrant que parce que je pense que je m'en rends compte que maintenant, mais c'est vrai que en fait, j'ai un petit rituel que je pense que c'est la première fois que je vais le dire, comme ça, en public, mais le lendemain de mon arrivée dans une communauté, j'adore courir et je fais toujours une exploration en course à pied autour pour, voir en fait où je suis. Là, le fait d'en parler avec vous, je pense que ça me permet de comprendre aussi le collectif. Et à chaque fois, c'est un besoin vital, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que le lendemain matin, des fois, ça peut être quelques heures après, j'arrive et je fais le tour comme ça, en courant à pied pour chaque fois, je demande pas de carte et cetera. J'ai envie de me perdre dans le territoire parce que ça me permet de mieux comprendre. En discutant avec vous, je le remarque que c'est un point important et qu'en effet, c'est même un modèle, on va dire, d'exploration, d'observation dans mon exploration. J'irai même plus loin, c'est que moi, aujourd'hui, dans mes transmissions parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir, faire des conférences, faire des formations. Eh bien, je me rends compte à quel point le lieu, il est important. Souvent, ce que moi j'aime faire, c'est de venir un peu plus tôt dans mes interventions et je demande à la personne de: «Est-ce que tu me ferais pas un tour du quartier? Est-ce que tu me ferais pas un tour du lieu pour que je comprenne où je suis?» Au-delà du collectif, mais de comprendre où est-ce que je mets les pieds. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont on a énormément besoin pour 2 choses. La première, c'est que moi, ça me permet de savoir un peu plus sur mon environnement. Ça me permet de capter des informations parce que comme on l'a dit, le collectif façonne l'environnement et l'environnement façonne le collectif. Mais ça permet aussi autre chose, c'est que ça permet de comprendre qu'on appartient à quelque chose de plus vaste. Souvent, quand on est un collectif, et on va me dire, si je prends l'exemple de la famille, on va être dans sa maison. Mais en fait, forcément, sa maison, elle appartient à un quartier. Ce quartier, il appartient à une ville. Cette ville, elle appartient à une région qui appartient elle-même à un pays, etc. Et Mmh. toutes ces choses-là qui s'imbriquent ont une influence entre elles. Et donc, moi, d'aller au-delà du bâtiment et de voir le quartier, si je prends l'exemple là pour une intervention, c'est quelque chose qui est aussi essentiel. Là, par exemple, moi, je suis dans un lieu qui s'appelle la Climate House à Paris. Eh bien, ça va forcément façonner les personnes avec qui je vais interagir. Le lieu, c'est le sentier. Le sentier, ça a quand même une histoire dans Paris et donc pareil, c'est quel impact ça a ici, moi, sur moi, mais aussi sur les gens que je croise et donc tout ça, en fait, je pourrais me dire: «Bah oui, je suis quelqu'un, d'indépendant, solitaire, je trace ma route». Bah ouais, mais si je croise ces personnes-là, que je m'imprègne de ces lieux, forcément, ils vont en avoir sur moi, donc mon interaction avec les autres et donc le collectif en tant que tel. Je pense que moi, en tout cas, ça me parle beaucoup, ce que tu dis et parce que c'est comme je disais, hein, c'est un peu aussi, le projet que j'essaie de porter, avec François. Donc ça me parle énormément et ta sincérité, aussi. Il y a un chapitre sur, l'Arche, avec un objectif affiché qui est de créer un déclic collectif pour accélérer la transition écologique en entreprise. On va dans beaucoup de conférences, on entend des intervenants inspirants, mais passer de l'inspiration, à l'action, comment on fait pour qu'un collectif, change vraiment et va dans l'action et s'engage? Chaque collectif se pose la question parce qu'à un moment donné, on a envie d'impulser même des nouvelles choses dans un collectif ou faire que notre collectif, il change les choses à grande échelle. Et je pense que et j'ai l'impression que c'est un mot qu'on dit déjà beaucoup depuis, les 20 minutes sur lesquelles on est en train de discuter, c'est l'importance d'incarner le changement.
je vais pas forcément me faire beaucoup d'amis en disant ça. Mais au sein de The Arch, donc c'était, un projet où le but était en effet de créer un déclic collectif. L'ambition était géniale. Rassembler des entreprises avec des scientifiques et des jeunes engagés pour créer ce déclic-là et les faire vivre ensemble une expérience collective parce que je pense que, évidemment, c'est ma manière de fonctionner, mais il y a qu'en vivant des choses vraiment profondément qu'on arrive à créer ces déclics-là et donc les faire vivre ensemble en profitant de cette diversité, c'est une intuition qui est géniale et qui, moi, franchement, m'a tout de suite beaucoup inspiré. Et c'est là où il y aurait eu peut-être, des meilleurs choix à faire parce que ce projet The Arch, eh bien, on a décidé de le faire sur un gros paquebot, un nouveau paquebot MSC dans laquelle, certes, en effet, il y avait des super intervenants. Moi, j'ai pris des claques encore par des super scientifiques. Je pense notamment à François Gémen, qui aide notamment le GIEC. En fait, je sortais de là, je connaissais ces chiffres, mais les réentendre, c'est toujours une claque qu'on se prend. Je pense que c'est difficile de ne pas entendre ces chiffres sans être un peu déstabilisé. En sortant de ça, on avait cocktail à volonté, petit jacuzzi, des chambres de luxe. Si on parle de sobriété et qu'après on a du open bar, en fait, c'est ce qu'on appelle quand même un problème de prise de conscience et on arrive du coup à avoir en fait cette dissonance cognitive entre ce qu'il faudrait que ce soit et puis ce qu'on vit réellement. Je pense que là où, en tout cas moi, les choses qui m'ont marqué, c'est les choses où j'ai vécu réellement le changement pour pouvoir le faire. Alors, je dis pas qu'il faudrait tous les emmener dans des écolieux, c'est peut-être des endroits qui sont parfois trop éloignés de ces personnes-là, mais trouver des endroits où on vient incarner ces changements. Moi, j'essaie de toujours me poser, est-ce que j'incarne le changement même dans ma manière d'être? Parce que si je parle de collectif tout le temps, mais que je suis finalement le mec qui fait tout solo, les gens, enfin, le message ne peut se porter. Eh bien, c'est la même chose pour moi, pour un message sur ces enjeux-là. Si on parle de sobriété, comment on incarne cette sobriété au quotidien? Au-delà même des pitchs, mais aussi dans l'expérience qu'on fait vivre. Donc, de vraiment répondre à ta question, François, de comment on crée le changement. Là, moi, j'aimerais parler d'une personne qui en ce moment m'inspire énormément, qui s'appelle Damon Santola. Damon Santola, c'est un sociologue américain qui étudie depuis plus de 30 ans comment le changement dans la société s'est fait. Comment les printemps arabes sont arrivés, comment on a mis la contraception en Corée, comment Twitter est arrivé aux États-Unis, comment on a mis les panneaux solaires en Allemagne. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que tous les changements se font au travers des communautés, des collectifs. Que c'est au travers de ces changements-là, de petites communautés, qui vont ensuite, au travers de liens, qu'on appelle des white bridges, au travers de liens entre des communautés, que les changements vont se faire. Et ce qu'il explique, c'est que en fait, la théorie des influenceurs, on parle beaucoup aujourd'hui des influenceurs pour changer le monde, eh bien, en fait, scientifiquement, ils ont très peu d'impact. Lorsqu'ils ont un impact, c'est qu'ils ont été là au bon moment. Mais sinon, ce qui fait qu'on a un changement, c'est que on a des personnes autour de nous qui seront prêts à changer. Je vous donne un exemple très simple. Moi, je suis devenu végétarien il y a quelques années. Pourtant, je le disais à Samuel, je suis petit-fils de boucher. Donc autant dire que le grand écart, j'ai dû faire du chemin. Je savais l'impact que ça avait sur ma santé de manger autant de viande. Je savais l'impact que ça avait sur l'environnement, une thématique sur laquelle j'étais sensibilisé. Je faisais beaucoup de choses pour essayer de réduire mon impact carbone et pourtant j'arrivais pas. Je me disais que j'arrivais pas à changer. Mais à votre avis, à partir de quand j'ai véritablement changé? À partir du moment où les personnes autour de moi sont devenues végétariens. Et ça, il l'explique au travers d'une étude scientifique que j'adore. C'est une étude scientifique qui a été menée en Californie pour faire baisser le niveau de consommation d'énergie des habitants. Il a pris un quartier en Californie et ils ont divisé le quartier en 3 différents secteurs. À tous ces secteurs, ils leur ont donné toutes les informations logistiques pour baisser sa consommation d'énergie. Et ensuite, ils sont allés voir le premier secteur et leur ont donné les informations sur l'environnement, à quel point baisser sa consommation d'énergie allait permettre de sauver la planète. Le deuxième secteur, ils sont allés voir et puis ils se sont dit, OK, vous avez les informations logistiques, on va vous donner aussi des informations, on va dire, individuelles. Combien d'argent vous allez gagner en baissant votre consommation d'énergie? Donc là, on va tester la motivation personnelle. Et puis enfin, le dernier secteur, ils sont allés voir, ils leur ont donné uniquement les informations sur qui de leurs voisins mettait déjà en place ces pratiques pour baisser la consommation d'énergie. Ils ont laissé passer 1 mois. Ils sont allés voir quel était le secteur qui avait drastiquement réduit leur consommation d'énergie. Il n'y en avait qu'un seul. À votre avis, c'est lequel? Et le dernier? C'est le dernier. Parce qu'on est des êtres de lien, on est des êtres sociaux et on a besoin
d'avoir une coordination sociale pour appartenir au groupe. Le sentiment d'appartenance, c'est un sentiment hyper fort et pour appartenir au groupe, on est prêt à changer beaucoup de choses et donc c'est l'un des plus importants leviers pour créer du changement. J'ai l'impression, que par rapport à ta réponse là, ça m'emmène à un mot que j'ai découvert à travers ton livre, que je ne connaissais pas et que j'ai trouvé très intéressant et ça résonne beaucoup en moi. Ça s'appelle l'irénisme. Et l'irénisme, c'est chercher ce qui rapproche plutôt que ce qui divise. Comment as-tu découvert ce mot et comment ça se décline concrètement, dans un collectif? C'est marrant que tu me poses cette question sur comment j'ai découvert le mot parce que, en fait, je sentais que c'était hyper important. Notamment, c'était une réflexion que j'avais au travers d'une immersion que j'ai faite et que je raconte dans le livre qui s'appelle «La rencontre des sphères» où le but, c'est de rassembler des jeunes de la PJJ, donc de la protection judiciaire de Mmh. la jeunesse, donc qui ont un parcours, assez chaotique, passé généralement dans la délinquance et avec d'autres jeunes, notamment des jeunes entrepreneurs, des jeunes de grandes écoles et de voir comment ils peuvent réapprendre à faire ensemble malgré leur diversité et je me suis rendu compte de la richesse que c'est, cette diversité. Je pense qu'on le voit depuis le début de la discussion. On n'est pas du tout des mêmes générations et même en fait cette diversité de générations, elle est géniale et enfin moi j'adore plus il y a de gens différents, plus je pense qu'on peut apprendre. Du coup, je me suis dit: «Génial, mais alors comment on fait avec la diversité?» et je me suis rendu vite compte que même lorsqu'on met pas de diversité, on a envie de créer de la différence par rapport à l'autre. On est toujours plus et même moi je suis le premier à le faire, à me dire: «À regarder qu'est-ce qui vient me faire la chose que je suis différent de l'autre». Et d'aller faire: «Ah ben parce que celui-ci, il a, pas la même pointure de pied que moi, ah bah, du coup, on est trop différents et on va pas pouvoir faire ensemble» et en fait, je me suis dit: «Ah mais est-ce qu'on pourrait pas prendre le contre-pied de ça et voir à quel point mettre de l'énergie sur ce qui nous différencie nous empêchait de coopérer?» Je me suis dit: «Bah, si on met de l'énergie sur ce qui nous permet de faire ensemble, bah, à sens inverse, ça va nous permettre de faire ensemble» et vous savez, parfois, j'ai l'impression d'être un grand créateur, de me dire: «Ah mais en fait, c'est un concept, tout nouveau qui va révolutionner notre capacité à faire ensemble». Puis après, je tape sur internet et je me dis: «Ah mais oui, en fait, ça existe déjà» et c'est ça qui est magique. C'est que je pense qu'on est en tout cas moi, j'estime que je suis à chaque fois sur des épaules de géants. J'essaie d'apporter ma petite pierre au travers de toutes les recherches qui existent déjà, toutes les personnes qui ont inventé des concepts, qui ont créé, qui ont réfléchi à ce sujet. En fait, le terme d'irénisme, il date, il me semble, alors ça serait à vérifier l'information, donc je vais pas une bêtise, mais il me semble qu'il date du XIVe siècle, au moment où en fait, il y avait un vrai conflit entre les religions et que le but, c'est de se dire: «Mais on va arrêter ce conflit entre les religions et on va voir déjà ce qui rassemble ces différentes religions» et c'est comme ça que s'est créé l'irénisme et après, encore une fois, je me suis dit: «D'accord, mais comment on le fait vivre ça?» Je fais un concours, par exemple et je demande aux personnes de trouver avec leurs voisins ou leurs voisines le plus de points communs. Et c'est génial parce qu'en fait, on se rend compte il y a plusieurs couches. En fait, il y a d'accord, on est des êtres humains, puis en fait, il y a: «Ah mais en fait, on a vécu ça», puis après on va rentrer au niveau du cœur, en fait. Moi, je connais personne qui a pas vécu de galère dans sa vie, je connais personne qui a vécu des moments aussi incroyablement joyeux et donc tout ça, comment on peut se renouer à ça pour se rassembler et ça, je pense que c'est un muscle. C'est un vrai muscle et donc moi, aujourd'hui, j'essaye de muscler au quotidien comme on irait à la salle de sport tous les jours et notamment dans les transports en commun qui sont pas forcément le moment parfait dans ma journée et bien, j'essaie de trouver un quelque chose qui pouvait me faire grandir dans ce moment-là et du coup, par moment, j'arrête de faire tout ce que j'ai à faire et dans le métro, alors j'essaie de pas trop fixer les gens parce que sinon ça peut faire peur, mais en tout cas, je regarde des gens et je me dis: «Mais qu'est-ce qui me rassemble de ces personnes-là?» et pourtant à Paris, il y a une diversité immense, je pense que c'est ça qui est génial. Il y a des personnes avec qui je pourrais dire: «Mais j'ai rien en commun» et ben, en fait, j'arrive à trouver des choses. Ce muscle-là, je pense qu'on peut tous le faire assez facilement. C'est un exercice très simple, ça prend 2, 3, 5 minutes maximum et pour autant, il faut dire qu'après ça, on ressort avec une patate parce que on se dit: «OK, bah, en fait, je suis pas tout seul dans ma galère, je suis pas tout seul dans ces moments de joie, on est tous ensemble sur cette terre» et je pense que, bah, la vie avant tout, c'est les mots. Alors, dans ton livre, tu parles, d'apprendre à coopérer. Si on parle de territoire aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est, comment on construit une, tribu locale qui soit ouverte à la discussion, à l'échange, sans avoir de préjugés ou être dans le jugement, mais qui reste solide, solidaire, je dirais même, Mmh. et qui va permettre à cette tribu
de décider ensemble, de participer et de protéger l'énergie du groupe. Parce que c'est important, hein. Il y a des gens qui, par rapport à des décisions, se sentent démotivés. «Ouais, c'est pas juste, on n'a pas pris en compte mon argument» ou quoi que ce soit. Mais au contraire, d'être, bien avec les décisions qui ont été prises. Hyper juste, je pense que la question de l'énergie du groupe, c'est un indicateur à avoir en tête parce que c'est ça qui fait vivre le groupe, hein. Rassembler des personnes, c'est bien, mais si, les personnes ne donnent pas du temps, de l'argent, de l'énergie, bah, en fait, c'est compliqué. Donc le but d'un collectif, c'est vraiment de garder cette énergie collective et de la faire naître ensemble. Pour moi, bien sûr, hein, c'est un sujet hyper complexe et c'est hyper difficile de pouvoir y répondre de manière, détaillée parce que je pense que de toute manière, il y a pas de réponse parfaite à cette question-là. Par contre, il y a moi un principe qui m'a beaucoup aidé dans cette gestion de l'énergie, qui demande beaucoup de nuances, c'est de se dire qu'il faut savoir construire des frontières pour mieux créer des ponts. Et des frontières, c'est poreux une frontière. Ça demande de comprendre 2 choses. La première, c'est qu'un collectif a besoin d'une membrane. Tout comme une cellule a besoin d'une membrane pour qu'il y ait de la vie dedans, un collectif, c'est la même chose. Et notamment si je file un peu cette théorie par rapport à la physique et puis à la biologie sur la membrane, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on fait rentrer quelque chose dans un corps, ça vient le mettre en déséquilibre. Et ensuite, il y a un temps d'adaptation pour retrouver cet équilibre qu'on appelle l'homéostasie. Ça me fait rappeler un peu mes cours de SVT de l'époque. Et ben, en fait, cette homéostasie-là, c'est la même chose pour un collectif. Je pense qu'on peut le voir quand on est dans un groupe de potes, dans une entreprise, dans une asso. Lorsqu'une personne arrive ou repart, le collectif, il va être déséquilibré. Donc, c'est important d'avoir cette membrane-là qui vient protéger le collectif de l'extérieur et qui vient aussi identifier le collectif. Si je prends la liste municipale, là, c'est un très bon exemple. Votre liste municipale avec sa frontière, sa membrane qui sont les personnes qui font partie de la liste, eh bien, on sait qui en fait partie, qui n'en fait pas partie et puis quel est le message que vous portez. Et donc j'imagine qu'il y a d'autres listes, et ben, ça va être la même membrane. Et comme la globule rouge et le globule blanc, lorsqu'ils vont se voir et qu'ils vont au niveau de la membrane savoir si on peut aller ou pas dessus, pour la liste municipale, c'est la même chose. En définissant votre membrane, les gens vont se dire: «Ah, est-ce que j'ai envie ou pas d'aller dans ce collectif?» Donc ça, c'est important. Ça permet de protéger le collectif. En revanche, une membrane, si elle est totalement hermétique, il n'y a plus de vie. Si une membrane totalement hermétique, il n'y a plus de vie à l'intérieur, elle meurt. Et bien, c'est la même chose pour un collectif. Et c'est marrant parce qu'il y a énormément d'études qui sont faites de comment les collectifs se périclitent et comment même les sociétés se périclitent. Et l'un des premiers facteurs à ça, ce n'est pas la gestion du territoire, si je fais votre lien avec vous, c'est bien souvent le fait de ne pas être ouvert à l'extérieur. C'est l'un des premiers facteurs de destruction d'une société, c'est le fait de s'être complètement coupé du monde et de ne plus avoir de lien avec l'extérieur. Et il y a énormément d'exemples comme ça, contemporains. Je pense notamment moi au Familistère. Le Familistère, c'est une super entreprise qui a été créée avec les poêles Gaudin au niveau, pas si loin de là où je habite, Samuel, puisque c'est dans l'Ain et en fait, donc près de Saint-Quentin. Et en fait, c'était un logement collectif pour des ouvriers et qui leur permettait d'avoir un mode de vie bourgeois en tant qu'ouvriers. Donc, c'est en 1860, un endroit où il y a une piscine pour apprendre aux ouvriers à nager, là où on fait, travailler pour la première fois les femmes. Les femmes ont le droit de travailler et attention, elles ont le droit en 1860 à un congé maternité. Bon, à l'époque, il était de 3 jours, donc c'est largement pas suffisant, mais en tout cas, c'est des avancées sociales extrêmement importantes. Donc c'était un lieu incroyable. Moi, j'aurais aimé qu'un lieu comme ça puisse être encore là aujourd'hui. Pourtant, en 1968, ce lieu s'éteint et l'une des raisons mises en avant par les historiens, c'est le fait que ce lieu-là, eh bien, il s'est complètement fermé à l'extérieur et notamment, on appelait les familistériens, les personnes qui pouvaient vivre à l'intérieur. Eh bien, ce qui explique les historiens, c'était que c'était de plus en plus dur de devenir familistérien si on venait pas d'une famille du familistère. Et donc, en fait, il y avait plus de 109 dans ce collectif et donc ce collectif a périclité. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'une membrane, on l'a vu, c'est essentiel. C'est important d'avoir des frontières dans un collectif, mais il faut que ces membranes-là, ces frontières, elles soient non hermétiques, qu'elles permettent de manière poreuse d'aller voir l'extérieur, de créer du lien avec l'extérieur. Parce que c'est ça qui va permettre de perpétuer sa communauté dans le temps, de la nourrir et surtout de la faire évoluer avec son époque. Moi, je pense notamment aux Samis.
Les Samis, c'est le dernier peuple autochtone d'Europe. C'est les plus de 12 000 ans qui sont là. Bah, aujourd'hui, s'ils sont encore là, c'est qu'ils sont hyper ouverts à l'extérieur. Et même leur méthode hyper traditionnelle qu'ils gardent à certains endroits, eh bien, il y a d'autres espaces où ils vont créer de l'innovation dans ces méthodes traditionnelles. C'est pour moi l'un des secrets de savoir créer ce lien-là entre l'héritage et la modernité. Merci beaucoup, Hugo, pour ce temps très sympathique et très riche. J'invite tout le monde à aller lire cette période avec les Samis, parce que ça s'est pas vraiment passé comme tu l'aurais souhaité. Mais ce qui montre aussi que nous avons tous des regards différents par rapport à qui nous sommes. Et ça ne veut pas dire que nous détenons la vérité, mais qu'il en existe plusieurs. Et que selon les regards, il est peut-être judicieux qu'on s'adapte au lieu de juger, qu'on essaye de comprendre. Et cette histoire des Samis, moi, ce qui m'a plu au-delà de ce qui s'est passé, c'est aussi avec l'humilité avec laquelle tu la racontes. Et je trouve aussi de reconnaître que là, j'ai pas tout compris. Et donc, vu que j'ai pas tout compris, j'ai fait des erreurs. Mais l'objectif, c'est de comprendre quelles sont mes erreurs, de réfléchir et pas de dire non, c'est de leur faute ou quoi que ce soit, mais vraiment d'avoir cette introspection intérieure, interne, et je trouve que ça, c'est chouette. Donc, merci beaucoup pour ce temps. Samuel, tu veux dire quelque chose avant de se quitter à Hugo? Oui, justement, surtout avec l'expérience des Samis, je trouvais aussi qu'il y avait une chose intéressante, c'était le lien que je faisais entre, ton expérience avec l'Alma Forest School, où là, tu parles d'une famille dont un jeune a été exclu, justement parce qu'il mettait à risque le collectif et puis finalement, ce que toi tu as vécu avec les Samis où finalement c'est toi qui as été exclu, parce que là, l'alerte, de la mère, c'était de dire, «Attention, tu poses problème au collectif», quoi. Mmh. Je tiens à le dire que quand même ça, c'est plus facile d'avoir ce recul-là quand on écrit le bouquin après que quand on le lit sur le moment. Sur le moment, ça a été hyper dur. J'ai accepté bien sûr la décision, mais c'est vrai que sur le moment, c'était dur. Mais après, je pense que, voilà, c'est de toute façon et ça me permet de faire le lien sur la suite. C'est que en fait, je pense que c'est un chemin de vie sur lequel toutes les personnes peuvent nous apprendre des choses et chaque période est pour moi, source énorme d'apprentissage et donc encore une fois, là, ce que j'ai essayé de partager, c'est aujourd'hui ma vision, ce que j'en perçois, et de manière totalement, hem, transparente. S'il y a des personnes qui se disent: «Ah mais en fait, je suis pas d'accord avec toi. Ah beh tiens, tu peux aller voir ceci, cela», moi, je suis hyper preneur. Donc voilà, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui veulent aussi réagir, parce que je pense pas du tout que ce que j'ai dit, c'est la vérité parfaite. Et je pense que c'est une de mes vérités que je vois et sur lequel, en plus, je pense qu'il y a encore plein de choses à construire, à apprendre et sur lesquelles je serais très heureux d'avoir vos retours. Super. Merci beaucoup, Hugo. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode expérientiel. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez nous soutenir, abonnez-vous, laissez un petit avis ou partagez-le autour de vous. Chaque geste compte pour donner encore plus de voix à celles et ceux qui réinventent le tourisme. Alors restez curieux, continuez à explorer et surtout, devenez acteurs de la transition du tourisme. À très vite pour un nouvel épisode d'Expérientiel.